Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Jean Renaud, médecin-chef issu de la prestigieuse école de Lyon, qui formate tant de santards, puisque les santards sont officiers de l'école du service de santé des armées, messieurs, pour le choix et l'organisation de cette journée qui nous permettra de découvrir l'extraordinaire épopée du baron Larrey, militaire, chirurgien, humaniste. Le baron Larrey servit en toutes circonstances la France sans jamais renier l'empereur. Larrey, dans ses convictions, sa fidélité et son sens de l'État et de la patrie, constitue, à ne point en douter, un modèle pour notre époque, tout à la fois un humaniste et un guerrier. Et nous allons être deux. J'ai avec moi le docteur Bernard Valdivia, qui n'est pas retraité, qui est anesthésiste et animateur au centre hospitalier du Martigues, vice-président de l'association des amis du baron Larrey et également très intéressé par l'histoire non seulement du Premier Empire, mais tout ce qui est les services de santé. Et donc il s'est associé à moi et également j'ai avec Jacques Delaine, qui est un infirmier retraité et qui donc vous a présenté la collection que vous avez vue avant de venir ici. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que vous êtes impatient de savoir un petit peu la vie de cet homme. Alors comme c'est comme un gros morceau, on a 3 bouteilles pour pouvoir boire, parce que ça va être long, et on s'est réparti la tâche à deux. Alors, on a coupé la vie et la carrière de Larrey en 12 tranches chronologiques, et comme ça, chapitre dit. Voilà, un premier chapitre. Alors, né en 1766, en plein Ancien Régime, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il est né dans un tout petit village de la haute vallée de l'Adour, en pleine Bigorre, village de 400 habitants. Il est né dans un milieu extrêmement modeste. Le papa était maître routier. Il avait 4 enfants. Il était 3, mais le père était cordonnier. Voilà. Orphelin très jeune, à l'âge de 4 ans. Le gros souci à cette époque-là, vous imaginez bien, qu'est-ce qu'on va faire de ce garçon qui montrait des aptitudes extraordinaires, aussi bien que physiques, intellectuelles, extrêmement bosseur. C'est le curé du village, à l'époque, le curé faisait tout. Il faisait l'état civil, il instruisait, il semait la bonne parole. Donc il repère le petit Larrey. Vous avez vu la diapo avant. Baudéan, 1766, 400 habitants. 2018, toujours 400 habitants. Donc c'est resté dans son jus. Petite parenthèse, sa maison natale a été sauvée et transformée en lieu de mémoire. Ça se visite, j'en parlerai en finale. Alors, il arrive à l'âge de 14 ans, il est repéré par le curé du village et le curé dit aux parents, donc à la maman, qui avait disparu, il faut en faire quelque chose de garçon. Ce garçon, il n'a pas de disposition. Il se trouvait qu'un oncle, Alexis Larrey, était chirurgien à l'hôpital Lagrave, à Toulouse. Et parmi vous, je crois, ça va lui dire quelque chose. À Toulouse, le voilà parti, 160 km à pied, 14 ans, le petit baluchon, qui va à l'hôpital de Toulouse, pris en main par son oncle, qui commence par lui apprendre le latin et les humanités. On commençait par là, pour apprendre la médecine, il fallait d'abord savoir faire le latin, savoir lire le latin, et le voilà formé très rapidement. À l'époque c'était 6 ans. Au bout de 6 ans, voilà, il est déjà distingué. En 1795, il obtient à 19 ans le premier prix de la Société Saint-Joseph de la Grave. Et concours des majors, le voilà déjà en état de rentrer dans la vie active, mais il fallait trouver du travail. Alors, il est aussi une notion importante, ils étaient déjà lancés dans la franc-maçonnerie, qui était naissante à l'époque. Donc il en a fait partie, ainsi que les grands médecins de l'époque, comme Percy de Genève, on est tous partis. Donc c'était le siècle des Lumières qui était en place, des valeurs totalement nouvelles. On était en plein ancien régime, à la veille de la Révolution. C'était en train de couver tout ça. Donc le voilà en recherche d'un emploi. Et il monte sur Paris, à nouveau, le voilà à 700 km,
à pied. Et il a mis 3 semaines à moi sur des routes qui n'étaient pas très sûres. Hein, il n'avait pas de sous, il n'avait rien. Hein. Et il arrive là-bas et il était introduit chez les grands chirurgiens de l'époque, hein, le professeur de Sceaux, Sabatier également. Et là, il se forme. Et par contre, la vie parisienne, c'était pas très marrant parce qu'il a vu qu'il y avait des gros soucis entre les administrations hospitalières et les médecins qui y travaillaient. Donc il cherche, en plus il était pas mal payé, donc il s'engage dans la marine royale. Juste une petite remarque, De Sceaux, qui est le chirurgien que vous voyez en bas, va être le chirurgien qui va s'occuper de Louis XVII. Et ça va lui occasionner un certain nombre de soucis, à tel point qu'il va mourir de façon un petit peu surprenante et imprévue. Et il est probable que parmi les soucis qu'aura De Sceaux, c'est le fait qu'il soit occupé de Louis XVII et qu'il ait un peu signalé de façon un peu véhémente les mauvais soins qu'il subissait, a probablement accéléré sa fin. Donc, je vais dire sur le voyage de Paris. Alors, le voilà parti dans la marine. Alors, il part à pied, encore 600 km, il arrive à Brest, et le voilà donc engagé, il était plus jeune, hein, il avait 21 ans, hein, comme chirurgien de bord d'une frégate qui s'appelait la Vigilante, qui était en charge de la surveillance des pêches à la morue sur les pentes permanentes. Et là, il commence déjà à se faire remarquer comme étant un garçon extrêmement efficace, attentif à l'hygiène de l'équipage, et il avait déjà des prémonitions, parce qu'il y avait des scorbutes, on ne savait pas du tout ce que c'était. Hein, les gens partaient pour 6 mois de campagne en mer, avec de la saumure et des conserves. Hein. Et on avait des gens qui, au bout d'un mois ou deux, commençaient à être très fatigués, à ne plus pouvoir rien faire, avoir les dents qui saignaient, hein, voilà. Et la reine se dit, il y a peut-être l'alimentation en cause. Alors là, je vous en parle parce que c'était tout à fait sa façon de travailler. Il était extrêmement rigoureux et observateur. Il dit, si ça vient de l'alimentation, il faut que j'essaie quelque chose. Il faut que je fasse la méthode expérimentale. À l'occasion d'une escale où il pouvait avoir des vivres frais, des légumes, des fruits, etc., il partage l'équipage en deux lots. Un lot qui sera alimenté avec fruits, légumes, etc., alimentation fraîche et diversifiée, et l'autre, on garde l'ancien. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, il fait la différence. Ça, c'est typiquement l'arrêt, on retrouve ça tout au long de sa carrière. Voilà, alors ça se passe bien, mais avec un ennui, c'est qu'il avait un mal de mer épouvantable, le pauvre, et donc, une fois rentré à terre, bon, au bout de 2 ans, il quitte la marine royale. Bien, d'abord on va verser un petit peu. Donc il quitte la marine royale, il revient sur Paris. Ce coup-ci, il a quand même mis quelques sous de côté, donc pour une fois, il ne se tape pas tout le chemin à pied, il le fait sur la diligence, il le fait en diligence, mais quand même sur le toit de la diligence. Donc entre Brest et Paris, je ne sais pas à quel moment c'était, mais ça devait être un petit peu frais, un petit peu humide sur le toit de la diligence. Toujours est-il qu'il revient sur Paris, où il retombe toujours dans les mêmes soucis administratifs au niveau de l'hôpital. Il est quand même malgré tout reçu premier au concours d'aide-major de l'hôpital des Invalides, donc il peut prétendre à un poste qui serait l'équivalent d'un poste de chef de service à l'heure actuelle, mais il s'intéresse beaucoup au mouvement populaire, il participe, il va participer au 14 juillet, non pas comme combattant, mais comme soignant, et ça va lui valoir va avoir de ne pas être très bien vu par les autorités de l'hôpital, et donc un candidat qui sera davantage soutenu par les autorités, dont il va lui passer sous le nez. Et donc, le 21 septembre 1992, la Convention décide que la royauté est abolie en France et que débute l'an 1 de la République française. Bien entendu, voir une république dans un pays qui est entouré de royaumes, ça ne plaît pas beaucoup aux royaumes qui entourent, et le roi est en position difficile, et donc des coalitions se forment autour de la France pour aller libérer la France de cette gangrène républicaine, en quelque sorte, c'est ce que pensait le royaume environnant. Et donc la guerre est déclarée.
Dominique Larrey, qui donc avait bien compris que sa carrière hospitalière était terminée, du fait de ses activités politiques, s'engage dans l'armée comme aide-major à l'armée du Rhin. Et il part donc du côté de l'Allemagne. Et il va participer à sa première bataille le 29 septembre 1792. Alors là, il va être extrêmement marqué par le fait qu'il voit tomber les soldats abandonnés à eux-mêmes. Il faut savoir que jusqu'à cette époque, notamment pendant toute la royauté, lorsqu'il y avait un combat, les blessés restaient au sol, avec interdiction à leurs amis de les ramasser, de s'occuper d'eux. La priorité était à l'attaque. Et donc les soldats restaient au sol, sans aucun soin, jusqu'à ce que la bataille soit terminée, sachant que ça pouvait durer 24-48 heures, voire plus longtemps, sous la pluie, sous la boue, éventuellement avec des incendies qui étaient allumés par l'artillerie. Enfin, bref, lorsque l'on avait récupéré les blessés au bout de 3 jours, ils étaient vraiment dans un très très mauvais état. Donc la Dominique Larrey décide de ne pas respecter cette loi et d'aller récupérer les blessés directement sur le champ de bataille. Alors pour ça, on récupère des ânes, des mules, qui sont équipés de paniers, probablement pour amener du pain, de la nourriture. Il vide les paniers, ou en tout cas les paniers sont vides au retour, et il met les blessés dedans. Et il se fait, le soir même de la bataille, il se fait provoquer par le général Custine, qui était le responsable de l'armée, et qui lui dit, écoutez mon cher Larrey, compte tenu de votre comportement pendant la bataille, je vais faire 2 choses. 1, vous mettre aux arrêts, parce que vous avez désobéi aux ordres, vous êtes obligé à rester à une lieue de la bataille et attendre la fin de la bataille. Et 2, je vais vous citer à l'ordre du régiment ou de l'armée, parce que ce que vous avez fait est extraordinaire sur le plan de l'humanité. On connaît encore, ça existe, la double sanction. Voilà, exactement. Ça existe encore dans la vie brave. Je ne vous garantirai pas qu'il ait fait les 3 jours d'arrêt. Et donc Dominique Larrey a eu cette idée d'aller précocement ramasser les blessés, et en même temps il a observé pendant la bataille le mouvement des caissons d'artillerie. Alors les caissons d'artillerie, c'était des espèces de... On en verra probablement tout à l'heure. La batterie complète, c'est une batterie complète qui se déplaçait sur le champ de bataille, aux ordres de l'empereur, ce qui donnait l'illusion à l'adversaire d'avoir une multiplication de batteries. De fait, voilà. On a eu la même chose, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, avec Leclerc à Coufra, il a fait pareil. Il a fait les Italiens en déplaçant ses 2 canons 75. Alors Larrey observe l'artillerie volante à l'œuvre, il se dit, et on peut imaginer quelque chose avec nos ambulances. Avec des véhicules. Et il regarde les caissons d'artillerie et il imagine quelque chose. Voilà. Et donc, il se dit voilà, qu'il serait bon de récupérer des véhicules qui seraient à 2 ou à 4 roues, selon le nombre d'individus que l'on souhaite déplacer. Alors évidemment, c'est pas en 10 minutes que cette idée lui vient, il y réfléchit longuement, il y a le temps entre deux batailles. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, la Convention va demander justement que l'on mette au point, en novembre 1792, que l'on propose des projets d'amélioration de la prise en charge des blessés. N'oublions pas que jusqu'à la monarchie, les blessés, enfin les soldats, étaient plutôt des professionnels, alors que là, ce sont maintenant des citoyens qui viennent défendre la patrie. C'est la levée en masse, en 92. Que ces citoyens donc, vont au combat, qu'à côté d'anciens sous-officiers qui sont devenus officiers par la force des choses, eux aussi vont se jeter au combat à la tête de leurs troupes, et que Larrey se dit, nous les médecins, il n'y a pas de raison qu'on reste à l'arrière, alors que je vois que tous mes amis officiers foncent en tête de leurs troupes. Donc nous aussi, on va aller à la tête des troupes. Et donc, il y a plusieurs projets qui sont présentés lors de ce concours. Celui d'Larrey est présenté. Voilà. Il est retenu comme les autres. Ouais. Par contre, on a changé. Oui, non, ça va être à toi. Tu vas passer sur l'époque 1797, 1801, c'est ça. Bon, alors, vas-y, envoie la suivante. Voilà. Donc, Bonaparte a été conquis tout de suite par l'idée de Larrey. Donc, cette idée, née en 1792, va se concrétiser.
Et il est donc en œuvre, en état, en mesure de réaliser son projet. Il a fallu qu'il trouve quelqu'un pour l'aider. Je ne l'ai pas mis ici, mais il faut quand même tirer notre chapeau à un commissaire. Dieu sait qu'il ne les aimait pas, mais il y en a un qui l'a aidé, c'est Villemanzy, qui a tout de suite compris l'intérêt de l'affaire et l'a aidé à réaliser ses premières ambulances volantes. Voilà, donc première campagne d'Italie, les victoires s'enchaînent et il s'engage pour la première fois donc, sur Udine, Padoue et Milan. Il a eu donc une réflexion tout à fait flatteuse de Bonaparte sur sa réalisation. Et au passage, sur ces 3 sites, il a créé une école de médecine parce que la grande idée de l'arrêt, c'était au fur et à mesure que l'Empire, c'était pas encore l'Empire, hein, enfin que la France s'étendait à travers l'Europe, eh bien, il formait nos anciens adversaires à ses techniques et à son système de secours aux blessés. Voilà, alors quand même, il trouve le temps de se marier. Avec quelqu'un d'intéressant, qui était Elisabeth Leroux-Laville, une artiste peintre qui était élève de David et dont le père avait été le dernier ministre des Finances de Louis XVI. Bon, une petite remarque. Oui. Le tableau que vous voyez ici, la jeune femme qui est au premier plan, c'est pas Elisabeth Leroux-Laville, parce qu'on n'a pas de portrait connu d'elle, c'est le portrait de sa sœur, qui était également un grand peintre, mais à côté vous avez le portrait de la fille de Dominique Larrey, donc on voit qu'il y a quand même une ressemblance entre la tante et la mère, donc il y a de bonnes chances que Elisabeth Leroux-Laville ait ressemblé à sa sœur que vous voyez. Elisabeth Leroux-Laville sera elle aussi peintre, elle aura fait un certain nombre de tableaux qui auront eu du succès, mais malheureusement, il n'y en a pas de connus et de préservés. On ne sait pas où ils sont. Dans les époques difficiles de la vie ultérieure de l'arrêt, ça a servi quand même à mettre un petit peu de beurre dans les épinards aussi, hein, parce que ça n'a pas été tous les jours. Dans toute sa carrière, l'arrêt a eu toujours de gros soucis d'argent. Il ne savait pas, il ne demandait jamais rien, il était toujours très discret, c'est pas du tout un courtisan. C'est d'ailleurs pour ça que Bonaparte puis Napoléon l'avaient beaucoup apprécié. Voilà, on enchaîne, 2 enfants, on en parlera après, surtout Hippolyte, hein, qui a eu un destiné sous le Second Empire. Alors, les voilà partis pour la campagne d'Égypte. C'est parmi vous qui connaissez bien le sujet. Ce qui nous intéresse sur le plan santé, parce que là, on était confronté à la pathologie tropicale, tout à fait nouvelle pour l'époque. On découvrait beaucoup de choses, et l'arrêt participait aussi à cet aspect scientifique hein, de la campagne d'Égypte. Et il a ces ambulances volantes qui étaient à roues dans le sable, et elles s'enlisaient. Il a fallu trouver autre chose. Très inventif comme toujours, il imagine les dromadaires porteurs de 2 cacolets pour transporter les blessés. Voilà. Et ça a été très, très apprécié de la troupe. Il a commencé par s'en moquer un petit peu, mais il a trouvé que finalement c'était quand même une idée géniale. Si vous avez l'occasion tout à l'heure après la conférence de passer dans la salle d'à côté, nous avons installé une petite ambulance modèle réduit Playmobil ainsi qu'un de ces dromadaires équipés de paniers. Et comme on bénéficiait d'un très joli décor en Lego, ils sont présentés dans un superbe décor en Lego. Donc n'hésitez pas à les regarder tout à l'heure, parce que ça donne en pratique. Voilà, vas-y, enchaîne. Ouais. Voilà, donc il quitte l'Égypte. Alors oui, là aussi, il y a une anecdote intéressante, c'est qu'il obtient qu'on embarque les blessés dans les quelques bateaux qui nous restaient pour les ramener en France. Alors que le général commandant le corps expéditionnaire français, qui était le général Ledoux, qui avait succédé à Kléber assassiné, s'y refusait. Et c'est finalement, il a obtenu des Anglais de faire embarquer ses blessés. Voilà, ce qui d'ailleurs par la suite s'est retrouvé parce qu'il est toujours resté en très bon terme avec ses confrères anglais. Alors, voilà, donc il est quand Bonaparte l'avait repéré,
Bonaparte avait des défauts, mais il avait quand même une qualité, au moins celle-là, c'est de savoir s'entourer de gens en qui il pouvait avoir confiance. Et c'était le cas de l'arrêt. Et ça va lui servir non seulement à lui, mais également pour sa mission. Voilà, on continue. Voilà. Alors, je prends, ça c'est... Je vais prendre un. Voilà. Alors, donc, la paix arrive, ça ne va pas durer très longtemps, 2 ans. Là, il a pu quand même passer son diplôme de docteur en chirurgie, à savoir qu'en 91, la Révolution avait supprimé tous les diplômes. C'était pire que 1968. Donc, il n'y avait plus de diplôme, plus de médecin, plus de tout le monde était colonel. Bon. Alors, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas faire. Donc, on a réinstitué, avec le consulat, on a réinstitué le diplôme de docteur. Il a passé sa thèse brillamment en 1803. Justement, il a fait, on peut en dire un petit mot, une dissertation sur les amputations des membres à la suite des coups de feu, parce qu'à l'époque, il y avait déjà deux conceptions qui s'opposaient. Il y a la conception conservatrice, c'est-à-dire on ampute le moins possible pour essayer de sauver la fonction, ou alors on ampute large pour sauver la vie des gens. Bon, parce qu'on avait observé que les complications étaient telles que si on n'était pas efficace, on n'est pas large en amputation, on perdait le blessé de complications septiques, gangrène gazeuse, tétanos, septicémie, etc. Défenseur des conceptions conservatrices, c'était plutôt Percy. Lui, l'arrêt était à l'inverse interventionniste, ce qui l'a soutenu, sa théorie a été soutenue par ses observations. Il avait la caractéristique de noter tout ce qu'il faisait. Les observations étaient archivées de façon complète. Il suivait ses blessés longtemps après pour savoir quel avait été le résultat. Il a démontré qu'il n'y avait que 7% de ces amputés qui décédaient dans les suites immédiates. Donc il a finalement très bien défendu son concept. Petit détail pratique, à l'époque il n'existait pas d'anesthésie. Voilà, donc l'opération se faisait à vif. Et effectivement, l'arrêt disait, après la blessure, il y a toujours une espèce de moment de choc, pas choc physique, mais de choc émotionnel. Le patient est un petit peu KO, pas bien anesthésié, voilà, un peu KO. Et vous savez très bien que si les membres sont explosés, il faudra un moment ou un autre l'amputer. Profitez de ce moment d'insensibilité, en quelque sorte, pour aller couper le membre atteint. Et ça vous évitera d'attendre que la gangrène vienne se mettre en place, et ça vous facilitera et l'intervention et les suites opératoires. Ouais, donc là, on retombe sur un concept que un urgentiste avec nous, la golden hour. Et lui, il avait très bien compris l'heure d'or pendant laquelle on peut être extrêmement efficace, à condition aussi de faire un bon choix, de savoir pouvoir sauver ce qui peut l'être, dont le triage. Donc ça aussi, il l'a mis au point. Parce que lorsqu'on ne fait pas de triage, on risque de s'attarder de façon inefficace sur quelqu'un qui finira par mourir, alors que dans le même temps, on aurait pu sauver plusieurs vies. Voilà, ça aussi, c'est l'arrêt qui a bien institué tout ça. Voilà, on continue. Alors, donc on arrive à l'Empire. Il reçoit la Légion d'honneur. Donc, il y avait les deux premières promotions ont été distribuées, l'une aux Invalides, l'autre au camp de Boulogne. Lui, à 38 ans, officier de la Légion d'honneur. Inspecteur général du service de santé, avec 2 autres, plus propres, donc Percy, Desgenette, Horteloup et Parmentier. Vous reconnaissez des noms connus. Le service de santé, fondateur, l'arrêt, Percy, Desgenette, c'est les 3 piliers de notre service. 2 décembre 1804, sacré empereur des Français. Voilà, et il était un petit peu surpris parce que lui, les honneurs, le décorum de l'Empire, ça l'a toujours un petit peu gêné. Enfin, bon, il est quand même resté fidèle à l'empereur. Bon, c'est finalement, je pense que le peuple français a un peu la nostalgie de l'Ancien Régime par certains côtés et voulait retrouver un face à travers les noblesses d'Empire. Bon, lui, ce qu'on comptait, c'était plus que la noblesse d'apparat, c'était la vraie noblesse du cœur. Voilà, petite parenthèse personnelle. Alors, après, on est parti sur les années de gloire de l'Empire, les grandes victoires, avec évidemment Austerlitz, où il était chirurgien-chef de la garde,
la paix de Presbourg, Victor Dinard, et ensuite Eylau. Alors, je vous parle un peu de Eylau, parce que c'était la première bataille où Napoléon a eu un coup de blues sérieux. Hein, parce que ça a été une bataille terrible. Il y a cette fois-ci en plein hiver, dans les conditions rues, il y avait des 12 000 blessés russes, 7 000 blessés français. Napoléon parcourt le champ de bataille à la fin de l'action et il va vers l'ambulance de l'arrêt. Il aborde l'arrêt, il lui dit comment vous faites ça. Bon, le pauvre l'arrêt, au milieu d'un tas de membres en route, voilà, c'est une situation pas possible. Il dit ici, vous voyez le travail, hein, c'est pas terrible. Alors Napoléon compatit. Il dit, mais l'arrêt, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez perdu votre épée? Il dit, non, on a été attaqué par un parti de cavaliers cosaques et ils m'ont piqué mon épée. Face à la mienne, je vous donne la mienne. Donc l'arrêt se retrouve avec l'épée de Napoléon Ier sur lui. Vous verrez que ça aura des conséquences. Et sur le champ, commande de la Légion d'honneur, et on passe à la suite. Vas-y. Laquelle épée donc exposée au 22 mars. Oui, voilà. Bien. Alors, Feuillet de l'An, 34 000 blessés, il confirme une citerne chirurgienne, l'organisation de l'évacuation vers les hôpitaux. Toujours avant les grandes batailles, il préparait les hôpitaux à l'avance. Il inspectait, il mettait tout en place. Il cite, il revient à Paris, il reprend ses fonctions de chirurgien en chef de la garde en 1807. Petite parenthèse là-dessus importante, c'est que dans presque toute sa carrière sous l'Empire, il a été chirurgien de la garde impériale, qui au départ était juste une garde personnelle, du consul de l'empereur, mais qui a pris une importance énorme. Donc c'est grâce à lui que la garde a toujours été bien équipée en ambulance avec ce système que vous avez vu, contrairement à la ligne, qui elle a été beaucoup moins favorisée. Voilà. Bon, à toi. Alors, 1808-1812, le guépier espagnol trouvable parce que les Anglais nous embêtent, il faut dire ce qu'il y est. Ils cherchent, ils font le blocus, ils font rentrer des marchandises par le pied du Portugal, donc Napoléon décide de traverser l'Espagne pour aller attaquer le Portugal, pour empêcher les Anglais de rentrer leurs marchandises de contrebande. Ça se passe pas mal dans un premier temps en Espagne, mais rapidement la situation s'envenime. Essentiellement parce que les Français sont considérés comme des sans-dieux par les Espagnols, et que par ailleurs, là Napoléon a peut-être fait une petite erreur, ça a été de prendre le roi d'Espagne, que son peuple n'appréciait pas outre mesure d'ailleurs, et de le déporter en quelque sorte en France. Là, les Espagnols n'apprécient pas le roi, mais ils ont encore moins apprécié qu'on vienne leur prendre leur souverain et qu'on l'expédie en France. Donc voilà, la guerre d'Espagne, une guerre qui va être une guerre de guérilla, vraiment atroce, avec des actes atroces dans les deux camps, et ça va être quand même un petit peu le début de la fin de l'apogée napoléonienne. Bon, Napoléon, au début, là, ça ne se passe pas très bien. Heureusement, Napoléon revient, reprend la situation en main en novembre 1808, et puis ensuite quitte l'Espagne, revient en France, et l'arrêt se retrouve à traiter énormément de blessés, de malades, à la fois du camp français et du camp espagnol, parce que là, de nouveau, il avait déjà démontré, là ça paraît de façon évidente, il démontre son humanisme en soignant aussi bien l'ami que l'ennemi. C'est la première vraiment guérilla dans l'histoire de France avec laquelle on a été confronté. Et là, malgré ça, malgré ce contexte, on avait tendance... En novembre 1808, en Espagne, justement, Napoléon accepte quand même, sous la pression du baron Percy, de créer un bataillon de soldats d'ambulance. Alors jusqu'à présent, il n'y avait pas de structure bien organisée pour ramasser les blessés. Grâce à Percy, on va voir apparaître, et d'ailleurs financé en grande partie par Percy, on va voir apparaître des bataillons de soldats d'ambulance, que l'on appelle les despotas, qui vont par binôme. Chaque binôme porte sur le dos un demi-brancard, porte une lance à la main et autour de la taille une demi-civière. Comme ils sont par binôme, lorsqu'ils s'associent par deux, ça fait une civière entière. Et vous voyez là donc un blessé transporté sur une civière. Toujours pareil, si vous allez tout à l'heure du côté de la salle d'à côté, vous aurez en Playmobil des petits despotas et il pourra vous montrer la démonstration d'un montage de civière en Playmobil. Donc l'arrêt rentre en France très touché par le typhus, il en récupère et il repart pour participer à la campagne du Danube et de l'Autriche
en 1809, toujours chirurgien en chef de la garde. Là aussi, il a été très vexé, on va dire, que Napoléon ne le choisisse pas comme chirurgien en chef de la grande armée, donc chirurgien en chef de la garde. À Essling, il est amené à prendre en charge le maréchal Lannes, qui a reçu un boulet de canon qui a ricoché et qui lui a fracassé les 2 genoux. Là aussi, beaucoup de tergiversations, faut-il amputer ou non le maréchal Lannes. Larrey décide d'amputer, le maréchal Lannes décide quelques jours plus tard, mais de maladies, de typhus qu'il aura contacté dans l'espèce de paille souillée dans lequel il sera amené à se reposer, et non pas de la conséquence directe de l'intervention. Ceci bien entendu, la blessure, l'intervention en l'affaiblissant, ont favorisé le typhus, mais c'est bien du typhus qui meurt, et non pas de l'amputation. Dans ces guerres, vous aviez bien plus de morts par maladie, par absence d'hygiène, par dénutrition, fatigue, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, que du fait du feu d'ennemi. C'est d'ailleurs pour ça une petite expression qui avait cassé sa pipe, qui vient de cette époque-là. Dans les ambulances, c'est-à-dire l'endroit où les chirurgiens intervenaient, il y avait tellement de blessés qui s'accumulaient, tellement de sang qui s'accumulait, et puis les blessés qui étaient là, qui traînaient sur la paille, la paille qui était croupie. Ça sentait tellement mauvais que les chirurgiens fumaient la pipe en permanence pour essayer de chasser toutes ces mauvaises odeurs qui étaient autour d'eux, et le blessé lui-même, sur sa paillasse, après l'opération, fumait la pipe. Et si, malheureusement pour lui, l'intervention avait été trop lourde, trop tardive, etc., et qu'il n'avait plus la force de récupérer sa pipe qu'il tenait dans la bouche, il n'avait même plus la force de la tenir, il l'a laissé tomber, plus ou moins en perdant connaissance, la pipe tombée, comme elle était souvent en terre, elle se cassait, et il laissait casser sa pipe. C'est donc une des raisons qui explique cette expression « casser sa pipe ». Donc ce champ de bataille de Wagram, là encore un énorme champ de bataille, énormément de travail, Larrey va pratiquement amputer pendant 2 jours d'affilée, sans s'arrêter. Napoléon lui décerne le titre de baron et une rente annuelle de 5 000 francs, ce qui était important, mais ridicule par rapport à ce que gagnaient les officiers. Voilà, c'est pour ça que Larrey aura toujours des soucis d'écrire à sa femme, envoie-moi des sous pour que je puisse m'acheter un cheval, envoie-moi des sous. Et la pauvre Madame Larrey, elle payait, faisait ce qu'elle pouvait pour essayer de gagner des sous et pour essayer de faire bouillir une marmite. Pendant 2 ans, donc Larrey rentre en France et là il en profite pour publier les 3 premiers tomes de ses mémoires. Le premier tome sera donc publié en 1812, le dernier en 1840. Vous aurez toujours à côté lors de l'exposition la collection. Donc vous aurez le tome 1 de ses mémoires, publié en 1812, ainsi que le tome, le 5e tome, qui sera publié en 1840, et vous y trouverez également un exemplaire de la relation de la campagne d'Égypte, dédicacé par Dominique Larrey, son professeur de mathématiques. Ce sont des ouvrages dédicacés de la main même de Dominique Larrey. Voilà. Alors on passe à l'effroyable tragédie, vous avez de quoi on veut parler. La campagne de Russie, bien sûr. Vas-y, tu peux envoyer, s'il te plaît. Voilà. Alors là, pour le coup, Larrey a été désigné chirurgien en chef de la grande armée. 500 000 hommes. C'est impressionnant. Hein, 500 000 hommes, 250 000 chevaux ont traversé le Yémen en juillet 1812. Et Larrey avait préparé son affaire longtemps à l'avance, avait reconnu les hôpitaux, avait organisé son affaire, et on comptait sur une campagne courte. Effectivement, au début, ça se passe pas trop mal parce qu'on rencontrait personne. Bon, c'était, vous connaissez tous, hein, la tactique de la terre brûlée, qui a été jusqu'à Moscou, parce qu'il y a eu la grande bataille de Borodino, que les Russes sont convaincus d'avoir gagné, que nous on dit avoir gagné, ça veut dire que c'était quand même une défaite, quoi. Et ben voilà, et nous voilà à Moscou, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'en va? On hésite. Finalement, on part le 19 octobre dans des conditions épouvantables, c'est-à-dire que la Grande Armée avait déjà été amputée de pas mal de pertes de tous ces combats, elle était encombrée de civils, de gens, des Russes qui avaient collaboré avec nous et qui fuyaient bien entendu, et nous voilà partis pour une route qui en principe ne devait pas être la même qu'à l'aller,
mais les Russes ont très bien joué. Ils ont fait en sorte qu'on soit obligé de repasser sur nos précédents tracés, y compris la bataille de Borodino qui avait eu lieu quelques mois avant. Et les pauvres Grognards, vous imaginez, qui retrouvaient leurs camarades morts, encore les cadavres étaient là, et ils traversent tout ça. Bon, donc ils avancent quand même, affamés, gelés, etc. Ça meurt par dizaines de milliers. Et vous voyez, il décrit bien les bataillons tout entiers qui font des disparaisses dans les plaines gelées. L'arrêt continue à œuvrer. Il était d'une résistance physique personnelle assez étonnante. C'est un petit bonhomme, pas très grand, mais extrêmement costaud et endurant. Vas-y. Juste là aussi, comme disait très bien Jean, au retour, il repasse par le même chemin qu'à l'aller. C'est-à-dire qu'à l'aller, ils étaient soumis à des chaleurs épouvantables, et au retour, ils sont soumis au froid. Notamment, ils vont repasser à Vilnius, cette ville où récemment, il y a 4-5 ans, on a retrouvé de nombreux corps datant de cette époque-là. Et il faut savoir que ces corps ont été enterrés dans des tranchées qui avaient été creusées à l'allée. C'est-à-dire que c'était des tranchées qui avaient été creusées pour préparer une défense éventuelle. Et donc, lorsqu'ils sont revenus par là, il y a eu tellement de morts, d'abord sur des patients affaiblis par le typhus, qui ensuite sont morts de froid parce qu'ils étaient très affaiblis. Ben, ces morts-là, on les a jetés dans des tranchées qui avaient été creusées à l'allée. Ils ne sont pas creusés des tranchées au retour dans la terre gelée. Voilà. Alors, la Bérésina, en fait, et les Napoléoniens ici, hein, la Bérésina, c'est une victoire. Parce que les Russes étaient convaincus qu'ils allaient pouvoir capturer l'empereur. Il a tellement bien joué qu'il les a emmenés, il les a trompés, et finalement il a pu traverser sur les deux ponts construits par les sapeurs du général Hitler, et l'arrêt a pu traverser. Alors, l'arrêt traverse dans les conditions épiques que vous imaginez, et ayant traversé, il se rend compte qu'il lui manque ses caissons, il lui manque son matériel. Donc, il fait demi-tour pour revenir sur l'auberge et ramener son matos. Et alors là, c'est une scène racontée extraordinaire, c'est que les grognards, les soldats, le font passer de bras en bras pour qu'il traverse, laisser passer Monsieur Larrey. Place à Monsieur Larrey, c'est la providence du soldat. Il tenait alors Larrey, il savait bien que s'il avait une chance de s'en sortir, c'était grâce à lui. Donc là aussi, un peu comme à la fin de la campagne d'Espagne, il arrive complètement exténué à Königsberg, il manque mourir, hein, il est sauvé in extremis, et le bilan de l'affaire, 500 000 hommes, 24 juin 1812, 6 divisions d'ambulance, 826 chirurgiens au départ, à l'arrivée, au retour, plus de 10 000 hommes, 273 chirurgiens vivants. Voilà, le bilan de la campagne de Russie. Donc là, on repart pour la campagne 1813, c'était pas fini, puisqu'on va démarrer, mon cher Bernard, je te laisse la parole, pour ce qu'on a appelé l'année tous les dangers. Alors Napoléon revient parce qu'effectivement il y a des rumeurs de soulèvement en France, donc c'est pour ça qu'entre autres choses qu'il a écourté son séjour sur Moscou contre la ville d'Arrêt, d'ailleurs qui lui était plutôt favorable au fait qu'on attende la fin de l'hiver sur Moscou. Il rentre donc sur la France, et là, sa grande armée n'existe plus, très peu, et il faut reconstituer, donc on récupère de jeunes hommes, la conscription va toucher des gens de plus en plus jeunes, qu'on appellera des Marie-Louise, appelant donc sa nouvelle épouse, Marie-Louise. Donc, en 3 mois, Napoléon, toujours très efficace, lève une nouvelle armée de 300 000 jeunes recrues, et qui vont aller combattre de nouveau du côté de l'Allemagne, la campagne de Saxe, qui commence par un certain nombre de victoires, les victoires de Lutzen et de Bautzen. Mais là, il y a une anecdote, une affaire fort sérieuse, qui va le poursuivre tout au long de sa vie, et même, je dirais, tout au long de sa mort. Un certain nombre de jeunes soldats vont être blessés aux mains, et donc un des moyens d'échapper à la conscription, ou de rentrer plus rapidement chez lui, on aura les mêmes problèmes en 14 d'ailleurs, en 14-18, sont blessés aux mains. Et tout le monde se dit, mais ce sont des tirs au flanc, ces soldats-là, on va les décimer, c'est-à-dire qu'on va en tuer 1 sur 10 de ces soldats suspects de s'être automutilés volontairement. Et celui qui mène la punition, les sanctions, c'est le maréchal Soult. Et l'arrêt va s'opposer à Soult en disant non, c'est pas possible, c'est pas possible qu'autant de jeunes gens se blessent, qu'il y ait quelques cas d'automutilation, pourquoi pas, mais pas en aussi grand nombre.
Et donc il va obtenir de l'empereur de faire une expertise de tous ces gens. Donc, il va faire la première expertise médico-légale bien menée. L'arrêt est quelqu'un de très organisé. Et donc il va réunir le dossier de chacun de ses soldats, il va les examiner, il n'est pas tout seul, il va se servir de 2500 cas. 2500 cas, il va les examiner, il va rédiger, il va décrire les types de blessures, il va essayer de reconstituer la façon dont la blessure va être menée, et avec son dossier sous le bras, il va voir Napoléon qui est tué là, parce que l'arrêt l'a retardé dans son désir des sanctions pour l'exemple. Et il n'est pas très content de le recevoir, et l'arrêt arrive avec son dossier sous le bras, il dit sire, arrêtez tout, vous allez fusiller des innocents. Et il prouve par A plus B que la plupart de ces soldats se sont blessés simplement parce qu'ils sont inexpérimentés, qu'à l'époque on tirait sur 3 rangs, donc il y avait 3 rangs de soldats les uns derrière les autres. Le premier rang avait le genou en terre, le deuxième rang avait le fusil légèrement décalé qui passait au-dessus de l'épaule du premier rang, et le troisième rang passait au-dessus de l'épaule du deuxième rang. Et on tirait en général par salve, ou alors à un moment donné, il y avait feu à volonté, chacun tirait à son rythme. Et toujours est-il que les gens du premier rang, je pose mon... Lorsqu'on veut charger son fusil, on charge le fusil, on prend la baguette et on bourre le canon comme ça. Et quand on bourre le canon comme ça, en touchant la poudre dans le fût du canon, et que le troisième, le deuxième ou le troisième rang tire, on a de bonnes chances de se prendre une balle dans la main. Et donc l'arrêt arrive à nous montrer comme ça que la plupart des soldats qui ont été blessés. Donc c'est ce que tu viens de décrire. Deuxièmement, les fusils qui avaient été fabriqués à la hâte, parce que les arsenaux fonctionnaient à plein pot, étaient de mauvaise qualité, explosés dans les mains. Et troisième cause, les jeunes soldats épaulaient mal leurs fusils, vous aviez un effet de recul, il pouvait y avoir une section de l'index par le pontet de la... Voilà. Donc, il Soult désavoué. Voilà, Soult est désavoué, l'arrêt, au contraire, est félicité par l'empereur. Il faut reconnaître aussi que, quelque part, l'empereur a pu être très content que l'arrêt lui retire l'épine du pied, parce que c'était quand même pas bon effet pour un chef de guerre de fusiller un de ses soldats sur 10. Donc, en quelque sorte, l'arrêt lui offre une porte de sortie, Napoléon s'y engouffre et offre une pension à l'arrêt ainsi qu'une tabatière, je crois, un petit cadeau. Et Soult, lui, ça va lui rester au travers de la gorge un long... On en reparlera à la fin. Voilà l'arrêt qui dit un empereur est bien aise d'avoir un homme aussi humain à son service. Donc, on arrive sur la fin, la chute de l'aigle, les 100 jours. Alors, 400 000 colonisés contre nous, alors que la grande armée n'existe plus, bien entendu. Campagne magnifique, la campagne de France, la campagne des 4 victoires, etc. Ouais, la plus belle. Voilà. C'est là où Napoléon a rechaussé les bottes de 93. C'est sa propre expression. Très belle campagne. Napoléon, là, l'arrêt s'engage comme il l'a toujours fait, arrive à même faire le coup de feu contre les Cosaques pour défendre ses ambulances. L'abdication arrive. Quelqu'un m'a posé la question de savoir qui s'était occupé de Napoléon lorsqu'il avait fait sa tentative de suicide. C'était Ivan. Voilà, c'était pas l'arrêt qu'il a sorti de l'affaire. Bon. Qui à la fois avait fourni le produit, mais avait refusé d'administrer à l'empereur, et quand il a appris que l'empereur avait pris le produit, Ivan a été pris de panique, et il a pris la poudre d'escampette en plus de la poudre de poisson. Voilà. L'arrêt a demandé à l'empereur de le suivre sur les îles. L'empereur lui a dit de rester avec les grognards, quand ils étaient toujours occupés, de rester avec les soldats, occupez-vous-en. Et donc il est resté. Vas-y. Alors, première restauration, ça s'est pas trop mal passé. Il a gardé ses titres et fonctions, mais au moment des 100 jours, il n'écoute que son attachement à l'empereur et il le rallie tout de suite. Il est présent le 20 mars aux Tuileries lorsque l'empereur arrive à l'issue de son vol de l'aigle et le voilà parti pour à nouveau ces fameux 100 jours. Des illusions de voir Percy, qui était son aîné de 13 ans, lui être préféré comme chirurgien en chef de la nouvelle armée. Certes, mais Percy, lui, n'a pas été à Waterloo. Tandis que l'arrêt, lui, était au cœur de l'action, comme toujours.
Voilà, donc je vous ai envoyé cette belle reproduction qui montre un petit peu le désastre de Waterloo, qui pour certains aurait pu être autre chose, mais qui au bout du compte n'aurait pas changé le destin de l'Empire. Mais c'est quand même intéressant de parler de cette bataille parce que l'arrêt s'est distingué une fois de plus et il a été repéré par Wellington du haut du Mont-Saint-Jean avec sa lorgnette qui avait vu l'arrêt ramasser tout le monde, les Anglais, les Français, tout le monde. Et Wellington a demandé à l'artillerie de détourner son tir pour la laisser travailler. Voilà, c'est ce qui est raconté et il l'aurait salué devant tout son état-major. Vas-y. Alors, là, il y a une très belle anecdote, je pense qu'il y a quand même une certaine valeur historique, c'est que l'arrêt reçoit l'ordre de tenter de s'exfiltrer avec ses ambulances, de rejoindre ce qu'il pouvait l'être du côté de la frontière française, mais là, il est blessé, capturé par les Prussiens qui commencent par le déshabiller, on faisait toujours, on enlève les bottes, on enlève l'épée. L'ordre était donné aux Prussiens par le maréchal Blücher d'exécuter l'empereur s'il était capturé. L'homme qu'il venait de s'emparer était de petite taille, avait une redingote grise sur lui et il portait une épée gravée au nom de Napoléon Ier, l'épée qu'il avait reçue à la bataille d'Eylau. Les Prussiens, convaincus d'avoir capturé Napoléon, vont le coller contre un mur, réunissent un peloton d'exécution aux ordres d'un lieutenant prussien qui fait venir le médecin attaché à son unité pour lui bander les yeux. Le médecin s'approche, reconnaît l'arrêt, mais vous n'êtes pas Napoléon, moi je vous reconnais, vous êtes l'arrêt, c'est vous qui m'avez appris mon métier à l'école de Berlin, l'école de médecine de Berlin, que vous avez créée 3 ans auparavant. Le Larrey qui se voyait déjà mort, il est mort. Il est amené au camp à l'état-major, auprès du maréchal Blücher, qui le reconnaît et qui se confond en excuses. Mais mon pauvre Larrey, qu'est-ce qu'on a failli vous faire? Mais il s'excuse, il est désolé, mais vous vous rendez compte, je vous dois une reconnaissance éternelle. Vous avez sauvé la vie de mon fils en 1813, au moment de la bataille de Leipzig. Voilà, alors le Larrey. Il avait sauvé, mais en plus il avait libéré. Il avait sauvé et libéré. Donc l'arrêt, il accueille l'arrêt, il le fait penser, le rhabille, etc. Il a envoyé sa fête prévenir la femme de l'arrêt que son mari est encore vivant, parce que ça c'était pas évident, et il le renvoie dans les lignes françaises. Voilà, Waterloo, donc l'Empire se termine, le premier Empire se termine comme ça pour lui. Il y a quoi? Donc voilà, après 28 ans de service, 25 campagnes, 60 batailles, 400 combats, 6 blessures, Larrey termine sa carrière militaire en même temps que Napoléon. Il propose de suivre Napoléon à l'Indenne, mais... Et Napoléon refuse une nouvelle fois, il reste auprès de vos blessés, de vos patients. Alors là, par contre, pendant la seconde restauration, là, on va quand même lui en vouloir de se rapprocher de Napoléon lors du retour de Leclerc. Ses fonctions, sa pension sont suspendues. Donc il va exercer le métier de chirurgien de ville, où évidemment il aura une clientèle toute trouvée parmi les demi-soldes qui viendront le consulter, préférentiellement lui, d'abord pour son expérience et puis pour l'homme qu'il est. Et ça va lui permettre d'avoir un peu de temps libre et de finir la rédaction de ses 4 premiers tomes en 1817. Le 5e arrivera beaucoup plus tard. On va lui proposer même des postes très prestigieux, puisque le tsar Alexandre Ier, qui a quand même été son ennemi, lui propose de venir réorganiser le service de santé en Russie, pareil pour les États-Unis, pareil pour l'empereur du Brésil, mais Larrey refuse tous ces postes, préférant rester auprès de sa famille. Alors on dit un petit mot d'ailleurs auprès de sa famille, c'est que sa fille Isor, entre-temps, était tombée amoureuse d'un chirurgien qui deviendra Clobé, un chirurgien de Marseille, et il est très probable que Larrey a un petit peu perturbé, on va dire, les relations entre Clobé et sa fille. Ça ne devait pas être quelqu'un de facile à la maison. Oui, c'était un grand homme, oui, sur le plan de sa mission, de son travail, mais c'était un tyran domestique. C'était pas marrant tous les jours d'être le mari ou le fils ou la fille de Larrey.
Son fils d'ailleurs va en souffrir, non pas tellement parce qu'il a une admiration sans borne pour son père, mais il va souffrir de la haine que Soult, toujours, avait, et à plusieurs reprises, son fils, qui va mener une carrière militaire très proche de celle de son père auprès de Napoléon III, va voir toutes ces distinctions être retardées par Soult, qui dira, par exemple, à un moment donné, on me le propose pour la Légion d'honneur, oh, son père interviendra bien pour qu'il l'obtienne plus tard, moi personnellement, je refuse qu'il l'obtienne. Voilà. Donc vraiment, les enfants de l'arrêt vont souffrir, tout en étant, bien sûr, extrêmement reconnaissants à leur père. Donc en 1920, il va faire partie de la première promotion des membres de l'Académie royale de médecine. En 22, le testament de Napoléon est ouvert, et Napoléon lui lèguera 100 000 francs, dont il aura bien besoin, et qui va lui permettre de Morand d'acheter une petite maison à Bièvre, parce que jusqu'à présent, il n'avait pas trouvé ni le temps, ni les sous nécessaires pour s'acheter quelque chose. Il avait sa maison de naissance à Bodéon, mais c'est tout. Hein. Donc il s'achète une petite maison à Bièvre, et surtout Napoléon, dans son testament, mettra « c'est l'homme le plus vertueux ». Alors, ces 100 000 francs, il a reçu une première tranche de 50 000, c'était pas mal, et la deuxième tranche de 50 000, c'est son fils qu'il a reçu du temps de Napoléon III. Voilà. Donc là, vous avez l'avis de l'arrêt en tant que membre de l'Institut. En 1826, donc Hippolyte devient un jeune chirurgien, il est né en 1808, Hippolyte, C'est ça. Il n'est pas très vieux, part avec son père pour un grand voyage d'études en Angleterre, où l'arrêt est accueilli avec tous les honneurs, en particulier par Wellington, qui d'ailleurs a été le premier collectionneur sur Napoléon, Wellington. Ce qui est d'ailleurs normal de respecter son ennemi, surtout sur la vaincu. Alors, un mot de Wellington à la fin de la bataille de Waterloo. Certes, j'ai gagné une victoire, mais Napoléon a gagné l'immortalité. Et donc, lors des Trois Glorieuses, en 1830, l'arrêt, qui a repris ses activités à l'hôpital du Gros Caillou, va arrêter les émeutiers qui veulent détruire sa maison, son hôpital, en disant que voulez-vous, vous les blessés, ils sont à moi, allez-vous-en. Tout le monde dit voilà, c'est l'arrêt. Il est respecté. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard, en 1870, lors de la Commune, il va arriver à peu près la même chose à Hippolyte Larrey. Les émeutiers vont vouloir brûler toute une rue dans laquelle se trouve la maison d'Hippolyte Larrey. Et quelqu'un va dire non, mais là, c'est la maison d'Hippolyte Larrey. Ah, c'est la maison d'Hippolyte Larrey. Et toute la rue va être sauvée. Pas seulement la maison d'Hippolyte Larrey, toute la rue. Donc voilà, c'est une anecdote. C'est intéressant de voir le parallèle entre les deux carrières. En 1831, donc, Louis-Philippe rend son siège au Conseil de santé. Il prend à ce moment-là les fonctions de chirurgien en chef de l'hôtel Royal des Invalides. Il retrouve beaucoup de ses anciens clients. Et où il retrouve surtout cette ambiance militaire qui, quand même, lui convient bien. Et il se retrouve donc au milieu de 4000 vétérans invalides. Et il va exercer là ses fonctions de chirurgien en chef jusqu'à la retraite, à l'âge de 72 ans, en 1838. Avec son fils Hippolyte, donc il va effectuer de nombreux voyages, on a dit, en Angleterre, etc. Et en particulier, il y en a un qui lui tient spécialement à cœur. Il va se rendre à Rome, où il va visiter Madame Laetitia, Madame Mère, la mère de Napoléon, qui est presque centenaire, aveugle, et qui va, bien sûr, avoir beaucoup d'émotions de retrouver le fidèle chirurgien de son fils, de l'empereur. Et ça va d'ailleurs énormément marquer Hippolyte Larrey, qui va... parmi ses nombreuses publications, va écrire un livre sur Madame Mère, sur une biographie de la mère de Napoléon. On en a un exemplaire à vous montrer si cela vous intéresse. Les dernières années. Alors, grand jour, 14 décembre 1840, moins 12 degrés à Paris, retour des cendres de Napoléon Ier, accompagné par le prince de Joinville. Et une foule énorme, hein, quelqu'un me parlait de 500 000 personnes là, sur les Champs-Élysées, et l'arrêt présent dans sa tenue de Wagram, et il était au bras de son fils Hippolyte. Voilà, vous saluer une dernière fois l'homme qui, par ses paroles et par son testament, l'avait fait entrer dans l'histoire. Voilà, tu m'envoies la suivante. Alors, néanmoins, il reste quand même actif et intéressé par tout ce qui se passe. On est à la conquête de l'Algérie à l'époque. Hein. Donc, Louis-Philippe, on l'envoie en mission d'inspection sanitaire avec son fils.
il visite toutes les villes littorales et d'intérieur. Et là, il est très bien reçu par les jeunes officiers de l'époque, hein, qui racontent ses campagnes, bien sûr, ça les a rêvés. Hein. Et il fait tout ça dans des conditions très difficiles, puisqu'il revient très fatigué. Il a traversé de la Méditerranée, il débarque en France, il apprend que sa femme est très très malade, et alors là, contrairement à ce qu'il a fait quand il était gamin, il faisait tout à pied, là il ne pouvait plus, il avait pas un peu de moyens, il achète une calèche pour revenir le plus vite possible et arriver à Paris, mais il n'y arrivera pas puisqu'il va mourir à Lyon. Il expire dans les bras de son fils le 25 juillet 1842. Et là, à ce moment-là, c'est terminé pour lui. Alors, c'est pas terminé parce qu'il va y avoir le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est le cours d'honneur du Val de Grâce, la deuxième dans le hall de l'Académie nationale de médecine, et la troisième à Tarbes, aux Allées Leclerc, trois belles statues. Voilà. Et également, il figure sur le pilier sud de l'Arc de Triomphe. Donc, on ne l'a pas oublié. Inauguration de la statue de l'Arrêt à Tarbes 1864, et on a le 15 décembre 92, après une action entreprise par la Société française d'histoire de la médecine, avec l'accord de la famille, le soutien des services de santé bien sûr, on a obtenu son transfert dans le caveau du gouverneur aux Invalides au cours d'une très belle cérémonie d'hommage national, qui vous est d'ailleurs restituée dans la BD qu'on met à votre disposition dans la salle d'à côté. Tout ça ira. Voilà. Donc, juste une petite question. Jean disait, avec l'accord de la famille, ce sont de la famille indirecte, hein, oui. Puisque Isor Larrey, qui ne se mariera pas avec Clos, se mariera avec un chirurgien, n'aura pas d'enfant, n'aura pas de descendance, mourra assez jeune, elle aura une cinquantaine d'années à peu près, et Hippolyte Larrey lui-même n'aura pas de descendance. Donc, pas de descendance directe. En ligne directe, pas de descendance directe de Larrey. Enfin, de Dominique Larrey. Nadine. J'enchaîne, mais sur l'héritage. Bon, alors voilà. Alors l'œuvre de l'Arrêt, il en reste quand même beaucoup. Hein. Vous avez vu cette vie, hein, vous avez vu ce qu'il a apporté. Eh bien, on fait un bond de 100 ans, début de la guerre de 14. On en sort, hein, on vient de le commémorer la fin. Il faut savoir qu'au début de la guerre de 14, on partait un peu comme nous, campagne de Russie avec Napoléon, hein, on règle le problème en 3 mois. Et là, on a eu des pertes énormes les premiers mois de la guerre. Le concept était d'emballer sommairement, pas de triage, on perd du temps, on évacue 200 km, on met dans des trains sanitaires quand il y en avait, et on va à 100 km ou 200 km en arrière des lignes pour opérer les gens et voir ça. Résultat, il y en a la moitié qui est arrivée à destination qui était mort, qui n'aurait pas dû mourir. Donc finalement, on a fait son autocritique, on a revu complètement le système, on a institué un système d'antenne chirurgicale mobile sur les immédiatement en arrière de l'arrière du front, ça fait les autochires. On y a associé les fameuses petites curies, c'est Marie Curie qui sur ses deniers avait réalisé des camionnettes radiographiques annexées aux antennes chirurgicales pour opérer les blessés en extrême urgence. On revenait au concept de l'arrêt, hein, on l'avait oublié 100 ans après, et en 1918, on avait un système qui était remarquablement mis au point. Et maintenant, je vous ai mis l'insigne de la 14e ACP, hein, les antennes chirurgicales, les ambulances volantes sont devenues parachutistes, hein, parce qu'on a les antennes chirurgicales mobiles actuelles, hein, aérotransportées et même parachutistes. Voilà, donc ce système nous est envié par d'autres pays qui n'ont pas, notamment les Américains, qui sont extrêmement puissants, ils ont des grosses structures, beaucoup moins souples et moins finalement adaptables aux situations mouvantes que nous. Voilà, libérateur du service de santé des armées. À travers toute sa carrière, l'Arrêt s'est opposé aux commissaires, aux administrateurs qui lui refusaient les moyens. Ce qu'il pouvait obtenir, c'est parce qu'il avait directement l'oreille de l'empereur. Enfin, c'était toujours un petit peu la bagarre. Donc c'est finalement Napoléon III qui a obtenu cette autonomie, qui a accordé cette autonomie, loi de 1889. Et voilà, et finalement, pour que les médecins soient officiers à part entière, qu'ils aient le commandement de leur propre service, il a fallu attendre 1917.
où il y a eu une direction de service de santé annexée directement aux états-majors et qui suivait la manœuvre, parce qu'avant c'était aux ordres et sans savoir exactement où on allait. Voilà, la Croix-Rouge, voilà, 1793, le traitement égal des soldats ennemis et soldats alliés, hein. Donc c'est de la Convention, déjà 1793, alors que, petite anecdote, je reviens en arrière, 1793, la Convention édicte le traitement égal des soldats ennemis et des soldats nationaux dans les hôpitaux militaires. La même année, l'arrêt a été dénoncé par le comité de salut public pour avoir sauvé la vie d'un prince autrichien. Il est passé au tribunal révolutionnaire. Et il a eu sa tête sauvée par le député de Tarbes, qui s'appelait Barrère, alors, voilà. Donc, lui avait déjà finalement repris ces concepts qui étaient tout droit issus de la franc-maçonnerie. Hein. Donc voilà, et ben, tout ça a progressé. On est arrivé avec son fils Napoléon III qui a travaillé, et puis nous avons le CICR qui a été créé après la bataille de Solferino 1859, et puis nous arrivons donc sur les premières conventions de Genève 1864, modifiées, améliorées par la suite. Voilà. Bon, alors, et également la renommée de l'arrêt demeure, puisque tous les ans, le service de santé de l'armée des États-Unis délivre un prix annuel, et le commandement médical de l'OTAN en le fait également. J'ai eu l'honneur d'être invité à participer à la remise de ce prix en 2007. J'étais invité à Bruxelles pour remettre ça. C'était un Belge qui a reçu ce prix. Vous voyez la statue de l'arrêt derrière. Et ce prix a été décerné à un chirurgien belge par le COMET, c'est-à-dire le commandant médical interallié de l'OTAN, qui était un Canadien. Voilà. Et bon, un petit mot sur notre association, pour terminer. Donc, association créée en 1992, au moment de l'année du transfert des cendres de l'arrêt aux invalides, avec l'idée de reconstruire une ambulance volante. C'était le symbole de l'arrêt, hein, sa création. Donc, on s'y a attelé, à souligner le concours du lycée professionnel de Tarbes, hein, une classe de menuiserie de 12 élèves qui a construit le caisson de l'ambulance. Avec leur professeur qui fait toujours partie de notre association et qui accompagne notre ambulance. L'idée étant de faire quelque chose d'attelable et qui pouvait se déplacer. On était à Waterloo en 2015 pour le bicentenaire. On a des projets de bouger encore. On a été ailleurs, on a été à La Rochelle, on a été à Paris plusieurs fois. On fait du arrêt à chaque fois. On en parle, je viens de vous en parler aujourd'hui, avec surtout notre cible, c'est la jeunesse. Voilà. Et si on peut en parler dans les écoles, on le fait du mieux qu'on peut. On a fait une grosse affaire en 2016. On a fait à Baudéan, un petit village de 400 habitants. On a monté une exposition qui a participé, Bernard et d'autres, hein, pour rappelant 250 années de sièges d'histoire de la médecine aux armées. Voilà.